Bonjour madame, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de décryptage des faits marquants d'ici et d'ailleurs. Nous parlons aujourd'hui de la bonne gestion des finances publiques avec Latin Poda, premier président de la Cour des comptes à la barre des convoqués de cette audience. Bonjour monsieur Poda et merci d'honorer notre convocation. Bonjour. Fidèles à leur poste, les juges Bernard Bougma et Geoffroy Vara siègent pour l'audience d'aujourd'hui. Bonjour juge Geoffroy Vara. Bonjour président Toubandi, bonjour juge Bougma, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui, bonjour juge Vara, bonjour président, bonjour madame, monsieur. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur Tri TV ainsi qu'en simultané sur Watt FM, votre radio 100% urbaine ainsi que sur nos plateformes numériques. Premier acte de cette audience, les avant-propos des juges que je convoque à présent. Instant privilégié des avant-propos, on commence par vous, Geoffroy Vara. Oui, merci président. Deux avant-propos très rapidement. D'abord, souhaiter une bonne fête de l'Aïd el-Fitr aux musulmans, parce que c'est aujourd'hui. Et donc une pensée, parce que c'est le moment aussi de renforcer les liens que nous avons entre communautés. Je pense que c'est très important. C'est la fête des musulmans, mais je pense que tous les autres le vivent ensemble et c'est comme ça. Et deuxième avant-propos, c'est la sortie de l'UAS avec son communiqué qui rappelle qu'il est important d'identifier ceux qui lancent aujourd'hui les discours à la haine et qui ont le refus d'un autre son de cloche, qui veulent que tout le monde soit aligné et soutienne peut-être le régime et ne disent rien sur quelquefois les impairs ou les incorrections sur lesquels on pourrait avoir un regard. Et pour eux, cela ne peut pas continuer ainsi. Et ils rappellent aussi que ce n'est pas normal que certains se fassent arrêter et enrôler de force. Et ça s'est ressorti dans leur communiqué, rappelant un cas qui aurait été fait sur la base de ce que dans ces vidéos ou audio, l'homme aurait exposé des points névralgiques. Pour eux, c'est un prétexte puisque ces points-là sont connus de tous et encore que les zones sont beaucoup plus contrôlées par les terroristes. Bon, il y a beaucoup d'éléments qui sont ressortis dans le communiqué, mais on est dans un contexte nouveau, hein, celui de la mobilisation générale et de ce qu'on connaît. Donc, avec la mise en garde, avec ce qui a été déroulé, je ne sais pas si ça échappe à la légalité de l'action, avec la façon dont c'est encadré maintenant. Ça, c'est la grande question qu'on se pose, mais c'est en tout cas la sortie de l'UAS. Et voilà, on pourrait donc l'apprécier d'une façon ou d'une autre. L'UAS, c'est l'unité d'action syndicale qui pose donc son regard sur la vie de la nation. On verra par le menu ce que dit ce texte. De toute façon, on l'avait écouté maintenant, juge Bernard Bougman pour son avant-propos. Merci. Mon avant-propos va concerner le compte rendu et les points du Conseil des ministres qui a eu le mercredi dernier au niveau du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Que le Conseil a adopté un décret relatif aux modalités de prise en charge financière du traitement des cancers par la radiothérapie au Burkina Faso. Donc il y a 3 catégories de patients qui ont été identifiées. La première catégorie, ce sont les patients qui disposent d'une assurance et pour qui l'assurance prend en charge le traitement. La deuxième catégorie concerne les cancers dits féminins, notamment les cancers du sein, les cancers du col de l'utérus, et puis bon, les cancers des enfants de moins de 15 ans, les cancers de la prostate et les personnes indigentes. Là, l'État prend la charge là, à 100%. Maintenant, la troisième catégorie, c'est constitué des autres pour lesquels l'État prend à charge 70% et donc c'est le patient qui supporte les 30%. C'est un effort déjà qu'il faut saluer parce que les soins sont très difficiles. C'est à cause des coûts, c'est difficile, l'accessibilité est difficile. Coûts de plateau technique aussi. Donc c'est vrai qu'il y a une gratuité pour certaines catégories, il y a un allègement jusqu'à 70% donc pour d'autres, mais la vérité aussi c'est de travailler à avoir un plateau technique qui soit aussi disponible, parce que s'il n'y a pas la disponibilité du service, ça va être également une autre paire de manches. Mais déjà c'est un gros effort, je dis bien, qu'il faut relever, saluer et féliciter, parce qu'il y en a qui en ont besoin. Et pendant qu'on y est, je pense également à ceux qui font la dialyse, qui ont aussi besoin d'un plateau technique relevé pour faciliter les choses, parce que là aussi à ce niveau, ce n'est pas simple.
C'est ce que j'avais comme avant-propos. Ce n'est pas simple, la santé est notre bien le plus précieux et tout ce qui concourt à l'améliorer, à son accessibilité aussi est une bonne chose. Donc nous devons saluer le gouvernement pour cette décision. C'est la 5e et dernière audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Une audience qui reçoit pour vous Latin Poda, premier président de la Cour des comptes du Burkina. Il est installé dans ses fonctions le 14 avril 2022. Il y a donc un an maintenant. Monsieur Poda est précédemment conseiller à la Cour des comptes, a notamment été de septembre 2009 à juin 2019 juriste référendaire à la Cour commune de justice et d'arbitrage du Loada à Abidjan. Magistrat de grade exceptionnel, Latin Poda est membre de droit du Conseil supérieur de la magistrature et militant du syndicat autonome des magistrats du Burkina, SAMAB. Avec lui, il sera question des missions de la Cour des comptes et de la synergie d'action annoncée récemment pour une bonne gestion des finances publiques au détour de la journée d'échange tenue le 17 avril dernier avec l'Assemblée législative de transition et le ministère chargé de l'économie et des finances. Mais avant d'y arriver, voici la fenêtre des généralités. Bernard Bougman ou Geoffroy Vara, qui s'y colle en premier? Geoffroy Vara. C'est vrai que ce serait intéressant aussi, de façon pédagogique, de comprendre ce que cette Cour-là, ses missions et ses objectifs. Voilà. C'est la première question. C'est quoi la Cour des comptes? Finalement, on parle de la Cour des comptes. C'est une institution, c'est une haute institution qui a un premier président. C'est quoi la Cour des comptes? Merci. Alors permettez-moi tout d'abord, à la suite de monsieur, de présenter, de souhaiter la bonne fête du Ramadan à nos frères musulmans. Aujourd'hui, c'est le Ramadan après un mois de jeûne. C'est vrai, c'est la fête des musulmans, mais c'est la fête de tout le monde. Donc, bonne fête à tout le monde et que, bien sûr, par ces jeunes, bien sûr, la paix soit ramenée au Burkina Faso. Alors, pour en revenir à votre question, merci à Tri TV et à Watt FM pour l'occasion qu'ils nous ont offerte pour parler de la Cour des comptes. Alors, on peut dire que la Cour des comptes a été créée par l'article 126 de la Constitution. Et elle a été consacrée juridiction supérieure du contrôle des finances publiques par l'article 127 de cette même Constitution. Alors, juridiction supérieure du contrôle des finances publiques, ça veut dire que la Cour des comptes contribue à la bonne gestion dans la gouvernance financière. Alors, comme mission de la Cour des comptes, comme attribution de la Cour des comptes, ces attributions sont prévues à l'article 9 de la loi organique numéro 014-2000/AN du 16 mai 2000, qui dit que la Cour des comptes a comme attribution le contrôle juridictionnel, qui consiste à juger les comptes de gestion des comptables publics de l'État. Alors, comme comptable public, nous avons les 3 comptables principaux de l'État, à savoir PR général, receveur général et ACCT. Nous avons les comptables des collectivités territoriales, et je précise qu'il y a 360 communes rurales, 45 communes urbaines et 13 conseils régionaux. Ensuite, nous avons les établissements publics de l'État. Nous en avons 160. À cela, il faut ajouter, bien sûr, tous les autres comptables publics qui sont disséminés dans certaines institutions, dans certaines administrations. Donc la Cour des comptes a d'abord cette mission de contrôle juridictionnel, à savoir juger les comptes de gestion de ces comptables publics qui nous sont transmis chaque année. Ensuite, comme contrôle non juridictionnel, la Cour des comptes, par son contrôle de l'exécution budgétaire, s'assure de la régularité, de l'efficacité et de l'efficience de l'exécution budgétaire. Alors, et cela nous amène à faire des contrôles et des audits dans les communes rurales, dans les ministères et institutions, dans les programmes et projets financés sur ressources extérieures et le contrôle des subventions qui sont accordées aux formations et partis politiques. Alors donc, si vous regardez, ne serait-ce que d'abord ça, ces attributions qui étaient prévues par la loi de 2000, c'est assez vaste. À cela, il faut ajouter les attributions qui lui ont été conférées suite à la loi organique 013/2015, CNT d'ici novembre
2015 relative aux lois de finances, qui ajoute à ces attributions précédentes d'autres attributions non moins importantes telles que la certification des comptes de l'État, l'analyse des rapports publics, des rapports annuels de performance des ministères et institutions. Nous avons l'émission d'avis sur la comptabilité de l'État et sur le système de contrôle interne de l'État. À cela, enfin, il faut ajouter bien sûr l'article 18 du Code de transparence qui dit qu'après chaque alternance politique, le gouvernement doit transmettre un rapport sur l'exécution des finances de l'État à la Cour des comptes pour un audit. Donc si on fait le point, les attributions de la Cour des comptes sont très vastes. Voilà. Attribution vaste, juge Geoffroy Vara. Oui, ça me va. Oui, comme question juge Bernard Bougman. Mais quelle est la différence entre vous et puis la SELC? Alors, merci pour cette question. C'est vrai que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi la LCLC, la Cour des comptes, on a tout l'air de croire que nous faisons le même travail. Cela peut sembler être exact, mais il faut retenir que la LCLC est un organe de contrôle interne de l'administration, à la différence de la Cour des comptes, qui est une juridiction supérieure de contrôle des finances publiques, mais qui est un organe de contrôle externe de l'administration. C'est-à-dire que la Cour des comptes intervient a priori avec cette particularité que la Cour des comptes est un organe indépendant et autonome. Mais la LCLC étant un organe administratif, je ne dirais pas qu'elle n'est pas indépendante, mais elle peut par exemple recevoir des injonctions des autorités administratives, des autorités politiques, ce qui n'est pas par exemple le cas de la Cour des comptes. Voilà. Vous avez dit que la Cour des comptes intervient a priori. A posteriori. A posteriori. A posteriori. Oui. Quand vous êtes en cours, est-ce que vous jugez? Oui, nous jugeons. Nous jugeons par exemple les comptes de gestion des comptables publics, comme je viens de vous dire. Il y a les fautes de gestion qui sont décelées dans les contrôles et audits que nous jugeons. Il y a les gestions de fait. Nous sanctionnons les entraves au contrôle, les retards dans les dépôts de comptes. Nous avons des jugements, mais la particularité à la Cour des comptes, c'est que pour le moment, nos audiences ne sont pas publiques. C'est ça qui fait que la plupart des gens ne savent pas qu'il y a des jugements à la Cour des comptes. Voilà. Donc, c'est-à-dire, vous tombez sur des irrégularités, vous jugez vous-même, il n'est pas question de le mettre à une autre juridiction. Non, non, non. Alors, quand nous faisons un contrôle ou un audit et que nous découvrons des irrégularités, ça dépend. Si c'est des infractions pénales que nous avons constatées, comme nous ne sommes pas juges pénals, nous transmettons au procureur de l'ordre judiciaire, procureur du FASO, pour éventuellement décider de la poursuite de ces infractions. Mais quand il s'agit par exemple des fautes de gestion qui relèvent de la compétence de la Cour des comptes, nous les instruisons à notre niveau et nous avons une chambre qui est spécialement chargée du jugement de ces questions, la chambre de discipline budgétaire. D'accord, mais est-ce que bon, c'est vrai, vous n'êtes pas au pénal, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Oui, juge Geoffroy Vara, rapide. La question que Bernard posait, vous disiez qu'elle est intéressante, mais vous avez donné une différence entre vous et la SELC. Mais est-ce que ça se limite seulement qu'à la question de l'externalité de l'administration et être interne? Est-ce que dans les missions, dans le fond, il y a des différences? Il y a une différence puisque, entre autres, la LCLC est officier de police judiciaire. C'est-à-dire que... excusez-moi les termes, elle lève les lièvres, c'est-à-dire elle fait ses contrôles et ses audits, elle découvre des infractions qui sont commises, elle rassemble les preuves pour transmettre éventuellement au juge de l'ordre judiciaire pour juger les infractions constatées. Et l'autre pan, si c'est des fautes de gestion, elle peut transmettre à la Cour des comptes pour éventuellement juger, ce qui n'est pas le cas de la Cour des comptes. Nous, nos rapports, nos constatations, nous les apprécions à notre niveau d'abord. Comme nous avons la possibilité de les juger, nous pouvons les juger à notre niveau. Mais la LCLC, si elle découvre des infractions qui sont commises, elle ne peut pas les juger. Elle est obligée soit de transmettre à la Cour des comptes ou bien au juge de l'ordre judiciaire. Okay. Voilà.
de transmettre donc, et c'est cela qui fait peut-être la différence entre les deux institutions. Quel levier pour une bonne gestion des finances publiques dans le contexte difficile actuel du Burkina? Question principale au cœur de cette audience du tribunal de l'actualité avec Latin Poda, premier président de la Cour des comptes du Burkina. La Cour des comptes qui a remis le 6 février dernier son rapport public 2021 au chef de l'État. Au-delà du devoir de redevabilité, quelles sont les grandes lignes de ce rapport? Alors, le rapport public qui a été remis au chef de l'État le 6 février 2023, alors vous voyez que cette année, ce rapport public a été remis avec un peu de retard. Cela ne s'explique pas la situation actuelle que nous vivons depuis le 30 septembre. Sinon, dans les principes, généralement, ce rapport est remis entre fin octobre, début novembre au chef de l'État. Alors, le rapport public, c'est une obligation qui nous est imposée par l'article 128 de notre loi organique qui dit que chaque année, la Cour des comptes fait un rapport de contrôle et vérification exécuté dans l'année N-1 qu'elle transmet au chef de l'État. Et dans ces rapports, elle peut suggérer des réformes éventuellement au gouvernement. Donc, c'est ce rapport que nous avons remis au chef de l'État le 6 février. Alors, quel est le contenu de ce rapport? Outre un chapitre préliminaire qui présente la Cour des comptes, ses attributions, son organisation et autres, nous avons d'abord une première partie qui concerne les résultats des contrôles juridictionnels effectués par la Cour en 2021, où nous avons le jugement des comptes de gestion, alors les comptes de gestion des comptables publics des exercices 2008 à 2016. Puisqu'il faut relever qu'à ce niveau, la Cour avait un retard de jugement de ses comptes. Ensuite, nous avons le jugement des fautes de gestion. Alors, 3 cas de jugement des fautes de gestion ont été mis dans ces rapports publics. Ensuite, en deuxième partie, nous avons les résultats des contrôles non juridictionnels effectués par la Cour, où nous avons un audit de conformité sur les permis de recherche d'or au Burkina Faso, exercice 2017 à 2020. Nous avons le contrôle de la gestion du conseil régional des Cascades. Nous avons le contrôle de la gestion des communes de Niangologo et de Lumbila. Le contrôle de l'utilisation de la subvention qui a été accordée à la Sofitex pour l'appurement des impayés internes des cotonculteurs pour la campagne 2017-2018 et la réduction des prix des intrants pour la campagne 2018-2019. En troisième partie, nous avons ce qu'on appelle l'assistance au Parlement, où nous avons mis des synthèses, des rapports sur l'exécution des lois de finances des exercices 2018, 2019 et 2020. En quatrième partie, c'est ce que nous appelons la certification et les opinions, où nous avons une certification des déclarations, des formulaires ITIE sur les industries extractives. Et enfin, une opinion que nous avons émise sur les états financiers exercice 2020 du PAMA, programme de modernisation de l'administration publique. Voilà, et bien sûr, à la fin, une conclusion. À la fin, une conclusion, beaucoup d'éléments donc dans ce rapport, Geoffroy. Quand on voit votre rapport, au départ, déjà, vous revenez parce que quoi qu'on dise un travail, c'est des moyens matériels et humains. Maintenant, quand on regarde, on a l'impression, parce que c'est fin 2021 que vous donnez le chiffre pour ce qui est du personnel, c'est 109. Oui. 109, ça, je ne sais pas si ça a évolué, mais là, vous disiez déjà que c'est très peu. Quand on regarde pour le travail qui doit être abattu. Et puis je regarde aussi la question de l'accompagnement même financier, le besoin qui est exprimé, on chatouille les 700 millions, mais quand on regarde, c'est à peine on atteint la moitié de ce que vous demandez. Dans ce contexte-là, comment on est sûr que ce qui a été produit là, il est... Alors, merci M. Godefroy. C'est une question qui préoccupe aujourd'hui la Cour des comptes. Le problème des moyens humains d'abord, parce que le chiffre que vous donnez, 107, certes aujourd'hui il a évolué, nous sommes à environ 127 par là, okay. Mais dans ce chiffre, il faut prendre tout le personnel, chauffeur, personnel d'accompagnement y compris. Mais okay. Si on revient au personnel de vérification, à savoir les conseillers et autres, nous avons actuellement pas plus de 34 conseillers, c'est-à-dire 34 juges si vous voulez, avec 25 assistants de vérification.
ce qui est très loin de la norme IOMOA qui exige minimum pour une Cour des comptes 100 conseillers et 200 assistants de vérification. Alors, revenons maintenant aux moyens financiers. Effectivement, dans les rapports, nous avons présenté les allocations budgétaires qui nous ont été faites durant les 3 dernières années. Vous voyez que face aux besoins exprimés, généralement nous recevons pas plus que la moitié de ce que nous demandons. Alors évidemment, face à ce qui nous est donné, il y a des problèmes financiers pour l'accomplissement de nos missions. Quand je vous ai déroulé les attributions de la Cour des comptes, prenons simplement les collectivités territoriales. Nous avons 360 communes rurales. Alors pour pouvoir émettre une opinion fondée sur le fonctionnement des communes rurales, sur 360, la logique aurait voulu qu'on fasse un contrôle sur au moins les 2 tiers pour pouvoir émettre une opinion. Mais avec les budgets qui nous est alloués chaque année, nous nous contentons de faire le contrôle de 2 ou 3 communes rurales. Est-ce que cela peut permettre d'émettre... Ça ne reflète pas la physionomie réelle. Ensuite, au niveau des EPE, c'est pareil. C'est-à-dire, avec les moyens qu'on nous donne, nous sommes obligés de rationner nos missions de contrôle. Alors maintenant, pour en revenir aux ressources matérielles et autres, alors pour faire des audits et des contrôles à l'intérieur du pays, il faut des moyens roulants. Alors le parc automobile de la Cour des comptes date de 2002, la plupart des véhicules qui sont amortis. Les chauffeurs disent que pour certaines missions, ils sont obligés de rouler avec des bidons d'huile. Des bidons d'huile? Oui, des bidons d'huile parce que les moteurs sont fatigués. Et il faut chaque fois mettre de l'huile dedans. Alors la question, je l'ai posée à plusieurs reprises. Donc nous attendons bien sûr de la part du gouvernement et de l'Assemblée un accompagnement sur ce point. Mais pour tout ça, il faut commencer d'abord par les infrastructures de la Cour des comptes. Pour ceux qui connaissent la Cour des comptes, c'est un bâtiment qui était en fait un logement administratif qui a été affecté à la Cour des comptes. Et depuis là, nous sommes là-bas, on est serré puisqu'il y a les bureaux là-bas, il y a les archives. Les archives nous prennent presque 2 pans du bâtiment annexe. Donc ça fait qu'aujourd'hui, le besoin se fait sentir d'augmenter le personnel de la Cour des comptes. Mais on ne peut pas le faire parce que si vous affectez des gens là-bas, il faut les trouver des bureaux. On n'a pas de l'espace pour les accueillir. Donc il faudrait aussi que on songe à construire un bâtiment digne de ce nom pour la Cour des comptes. Et la dernière fois, j'ai pris l'exemple de la Cour des comptes de la Côte d'Ivoire, qui a été créée en 2018-2019. C'est-à-dire plusieurs années après la Cour des comptes du Burkina. Mais aujourd'hui, si vous allez à Abidjan, ils ont déjà un bâtiment digne de ce nom qui a été construit. Ne parlons pas du Bénin qui est le dernier dans l'espace Yomoa à avoir rejoint les Cours des comptes. Donc, il faudrait que toutes ces difficultés-là de la Cour des comptes puissent être gérées pour lui permettre d'exécuter correctement ses missions. Et c'est pour cela que vous réclamez une autonomie financière qui devrait donc permettre à la Cour de bien accomplir sa mission. Alors, l'autonomie financière, ça veut dire quoi? C'est les déclarations de Lima et de Mexico sur les institutions supérieures de contrôle qui l'exigent, qui le prévoient. Alors, il faut dire que le Burkina a adhéré à ces déclarations étant membre de l'Intosai, la fêtière des institutions supérieures de contrôle des finances publiques sur le plan mondial. L'autonomie financière, ça veut dire quoi? Le ministère de l'économie et des finances est un justiciable de la Cour des comptes. C'est-à-dire nous pouvons contrôler la gestion du ministère de l'économie et des finances. Alors donc, il n'est quand même pas normal que chaque année, les budgets qui doivent nous être alloués soient arbitrés par ces ministères pour ensuite être transmis à l'Assemblée pour la décision finale. Alors, ces déclarations disent que la dotation budgétaire annuelle qui doit être allouée à la Cour des comptes doit être faite directement par l'Assemblée nationale, sans passer par l'arbitrage du ministère de l'économie et des finances. Voilà. Sans passer par cet arbitrage, c'est la 5e et dernière audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Nous sommes avec Latin Poda, premier président de la Cour des comptes, et nous parlons justement de son institution, mais aussi de la bonne gestion des finances publiques. Bernard Bougman. Alors, vous remettez le rapport annuel. La question, c'est à quoi sert ce rapport? Alors, le rapport public qui est remis au chef de l'État, d'abord, c'est un devoir de redevabilité qui est imposé à la Cour des comptes. Maintenant, quand on remet ces rapports,
quelle est la suite réservée à ces rapports? Bon, moi je dirais que cette question doit être posée à qui les rapports est remis. Mais entre autres objectifs de la remise de ces rapports, une fois qu'il est remis au chef de l'État, il devient public, c'est-à-dire les citoyens lambda peuvent avoir accès à ces rapports pour voir le travail qui a été fait par la Cour des comptes, ainsi de suite, et pouvoir bien sûr en tirer les enseignements qui conviennent. Oui, en fait, je pose la question parce que normalement, pour les questions de fonctionnement, le sous-effectif que vous avez, comment on appelle ça, les questions de finances qui ne permettent pas de contrôler, de faire le boulot comme il se doit, parce que sur 360 communes, si vous vous contentez de une ou deux communes, effectivement, ça ne permet pas d'avoir une opinion qui soit crédible. Alors, donc, je me dis que chaque année, quand même, c'est répété dans le rapport. Et qui de droit dit quoi? C'est pourquoi je me dis à quoi sert le rapport, quoi, voilà. C'est pourquoi, parce que je sais que c'est juste pour faire rendre compte de ce que vous avez fait, mais à l'intérieur, il y a des éléments qui sont négociés, ou du moins c'est recommandé. Quel sentiment vous avez de déposer ou de remettre ce rapport-là chaque année, et puis finalement, il n'y a rien qui change, quoi? Bon, le sentiment que nous avons, moi je suis le 4e premier président de la Cour des comptes, le problème a toujours été posé aux autorités. Mais la réponse qui nous a été donnée, c'est quoi? C'est les arbitrages budgétaires ne permettent pas de satisfaire à nos doléances, ainsi de suite. Actuellement, nous sommes, la priorité, c'est la sécurité. Donc c'est la réponse qu'on nous donne. Alors tout est mis sur la sécurité. Mais nous disons l'un dans l'autre, un effort peut être fait. Quand on regarde le budget qui est octroyé à certaines institutions par rapport au budget qui est octroyé, qui est alloué à la Cour des comptes, c'est le jour et la nuit. Je vous assure, sur ces 3 dernières années, voire même ces 6 dernières années, la Cour des comptes n'a jamais eu un budget d'1 milliard par an, coût d'un exercice. Mais j'ai vu des documents où des institutions ont reçu 4 milliards comme budget annuel. Alors les jours-là, quand j'ai vu ça, je ne me suis pas gêné, j'ai interpellé qui de droit pour lui dire non. Le travail là, c'est un travail à la chaîne. Si vous donnez les moyens en avant, il faut que les moyens soient donnés en aval pour que le travail puisse être complet. Oui, voilà. Mais je crois que la question du jour, c'est aussi... Voilà. Juste une précision. Vous avez évoqué les questions sécuritaires. Je ne suis pas d'accord parce que la Cour des comptes existe bien avant que nous soyons dans ce problème sécuritaire-là. Donc, de Blaise Compaoré à la transition de 2014-2015 jusqu'à Roch-Marc Christian Kaboré et maintenant, je pense quand même qu'il y a eu un temps où on n'était pas dans une situation sécuritaire, où on pouvait... comment on appelle ça, si on voulait donner à la Cour des comptes la place qui sied, notamment un siège digne de ce nom qui permet un local digne de ce nom qui permet également d'accueillir, comment on appelle ça, les effectifs comme il se doit. Ça c'est un. Et deuxièmement, même dans ce contexte de crise là, comme vous le dites, il y a des institutions qui bénéficient de beaucoup d'argent. Pas que je sous-estime leur boulot, mais qui ne font pas le même boulot que vous, qui ne va pas leur demander d'aller dans des communes rurales parfois très éloignées pour faire des contrôles et certifier. Là, on est d'accord quand même. Je suis d'accord avec vous, M. Bourkma, que ce n'est pas une question qui date d'aujourd'hui. Alors là, vous m'amenez à dire que c'est le sentiment que nous avons au niveau de la Cour des comptes, qui est partagé par beaucoup de gens, à savoir que souvent au Burkina, on crée les institutions pour la forme. On crée les institutions pour la forme. Vous voulez dire qu'on ne leur donne pas les moyens pour fonctionner. Je ne le dis pas, mais c'est l'impression que nous avons. Parce que le problème, il est posé, comme il a dit, depuis des années. Ce n'est pas maintenant, mais la question n'a jamais été résolue. Il y a des institutions, des administrations qui ont été créées après la Cour des comptes et qui aujourd'hui ont des infrastructures dignes de ce nom. La Cour des comptes existe depuis 2000. Ce problème a toujours été posé. Je me rappelle qu'il y a eu un projet direction d'un bâtiment pour les hautes juridictions à 2000. La SELC, le bâtiment est déjà fini. Bon, ça je l'ai vu. Votre chantier, lui, il a démarré? Même pas. Alors, il y avait un projet qui avait été préparé. On a voulu passer par un PPP, semble-t-il, qui faisait 60 milliards. Le gouvernement a trouvé que c'était cher. Et depuis là, c'est remis au calendrier grec. Voilà. Depuis, c'est remis au calendrier
que Geoffroy Vaha, au-delà de la question même de mettre la Cour des comptes dans de bonnes conditions, il y a aussi l'utilité de ces rapports. Il y a des choses qui sont adressées dans le rapport, on ne sait pas ce que ça devient. Donc je vous laisse... Oui, en même temps, c'est vrai que, bon, vous parlez de ce qui est remis à la Saint-Glinglin, et puis la réalité de ce qui vous est donné comme moyen. Bon, on va aller dans le rapport et je me pose des questions parce que je pense qu'il y a des exercices qui datent d'il y a 15 ans qui sont revus. Est-ce que, bon, c'est vrai qu'il y a déjà débattu dans le rapport la réalité sur cette question-là, mais la question de la prescription, ça c'est un élément important. Et même quand vous allez regarder dans des choses d'il y a 15 ans, vous n'êtes pas sûr de vraiment tout trouver parce qu'on sait ces éléments comptables là, qui passent dans des mains, il y a des documents qu'on ne peut plus avoir et tout. À la fin, comment on travaille pour venir donner un rapport qui doit avoir gage de qualité? Alors ce que vous dites, c'est exact, hein? Je vois, vous voulez parler du jugement des comptes de 2008 par exemple, des comptes qui datent depuis des années. Des années, voilà. Alors voilà pourquoi pour ces comptes nous avons procédé par ce qu'on appelle le jugement accéléré. Alors le jugement accéléré consiste à occulter certains points de contrôle qui nous sont imposés par la loi et d'aller à l'essentiel. Par exemple, d'occulter une phase de la procédure, par exemple, donner des injonctions aux comptables, parce qu'il y a des comptables qu'on ne peut même plus retrouver aujourd'hui. On ne sait même pas où ils sont. Peut-être même que d'autres sont décédés. Donc, nous avons procédé par un jugement accéléré de ces comptes. Alors, pour pouvoir, ne serait-ce que les liquider et permettre de décharger éventuellement les comptables. Maintenant, pour les années à venir, nous allons passer par la phase de jugement normal de ces comptes. Puisque pour le moment, nous sommes actuellement jusqu'au compte de 2020. Il nous restera les comptes de 2021 qui doivent être déposés au plus tard le 30 juin 2022. Je suppose que c'est déjà fait. Donc, on va s'attaquer au jugement de ces comptes. Et en ce moment, ça sera des jugements à temps réel. C'est-à-dire, on prend les comptes, on l'examine selon les procédures prévues. S'il y a des questions à poser au comptable, on lui adresse les injonctions, il répond ainsi de suite jusqu'à aboutir au jugement. Alors, la prescription dont vous parlez, c'est vrai que dans la LOLF, il est mentionné que quand le compte est déposé à la Cour des comptes a 5 ans pour le juger, sinon le comptable est depuis déchargé. Mais il faut préciser que cette prescription commence à partir de 2016, puisque la LOLF a été votée le 6 novembre 2015. Il est rentré en application le 1er janvier qui suit. Donc, par exemple, pour les comptes de 2017 qui doivent être déposés au plus tard le 30 juin 2018, il faut ajouter 5 ans, ça nous amène à 2023. Donc ces comptes ne sont pas encore prescrits, on peut toujours les juger et c'est ce que nous sommes en train de faire. Oui, mais M. Poda, à quoi cela sert-il de juger des comptes s'il n'y a pas, s'il n'y a rien après? Qu'est-ce que deviennent vos jugements? Vous faites des rapports chaque année, vous dites que tel compte a été jugé, vous relevez de la mauvaise gestion, des irrégularités. Quelles sont les sanctions encourues? Comment est-ce que ça fonctionne après finalement? Alors, c'est rangé dans les tiroirs? C'est une très bonne question. C'est entre autres l'un des points de la journée d'échange entre le Parlement et le ministère de l'économie et des finances. L'un des points, c'était par exemple le suivi des recommandations que la Cour adresse au gouvernement et autres. Il faut qu'on voit par rapport à toutes les recommandations qui ont été adressées au gouvernement, quelles sont les recommandations qui ont été exécutées et qui n'ont pas été exécutées pour faire le point. Et évidemment voir ce qui peut être fait. Je suis d'accord avec vous que chaque année on fait un rapport, on transmet, il n'y a pas de suite. C'est vrai, mais comme je l'ai dit, la répétition est pédagogique. La Cour des comptes ne va pas se lasser chaque fois de répéter, d'adresser aux autorités gouvernementales les recommandations et les suggestions qu'il faut, en espérant bien sûr que les choses finissent par changer. Voilà.
En espérant que les choses finissent par changer, en tout cas, la Cour des comptes est sur ce plateau aujourd'hui. C'est la 5e et dernière audience du tribunal de l'actualité. Nous recevons Latin Poda, le premier président de cette Cour des comptes. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Il y a eu cette journée d'échange avec le ministère en charge de l'économie, des finances et de la prospective, l'Assemblée législative de transition. Une journée qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique d'implication des parties prenantes de la Cour des comptes. Alors, vous avez donné tout à l'heure donc une application de cette journée. À quoi ça a servi finalement? Au sortir de cette journée, on retient quoi? Au sortir de cette journée, une bonne décision a été prise, à savoir qu'un cadre de concertation entre ces trois entités sera mis en place pour faciliter la communication entre ces trois entités. Il faut dire que l'organisation de cette journée a été souhaitée depuis les années 2018-2019, mais elle n'a jamais eu lieu. Je profite de l'occasion pour remercier la coopération allemande à travers le GIZ et le projet pour le renforcement de la bonne gouvernance financière qui a bien voulu nous accompagner pour l'organisation de cette journée. Alors, au cours de cette journée, la Cour des comptes a présenté une communication qui reprend d'abord le cadre juridique de la collaboration qui doit exister entre le ministère de l'économie et des finances et avec le Parlement. Ensuite, les attentes de la Cour des comptes, des propositions de thèmes de rencontres et bien sûr des propositions pour améliorer la communication. Le ministère de l'économie en a fait de même et le Parlement. Donc il a été décidé de la mise en place d'un cadre de concertation pour faciliter la communication entre ces institutions. Si on le dit, par exemple, quand vous prenez le rapport sur l'exécution des lois de finances que la Cour des comptes fait chaque année, par exemple, le budget qui a été voté cette année 2023, qui sera exécuté voté en décembre 2022, puis qui sera exécuté en 2023. En 2024, le gouvernement doit nous déposer un rapport sur l'exécution de ce budget. Et la Cour des comptes, au regard des documents qui nous sont transmis par le ministère de l'économie et des finances, fait un rapport qui doit être transmis au Parlement pour voter la loi de règlement. Il y a des délais qui sont impartis, à savoir que le gouvernement jusqu'au 30 juin de l'année N+1 pour nous déposer ce qu'on appelle le compte général de l'administration et des finances et les documents annexes. Les années passées, le gouvernement les déposait en retard. Ce qui fait que le délai qui est imparti à la Cour des comptes pour pouvoir transmettre son rapport au Parlement n'était pas aussi respecté, puisque la Cour des comptes a jusqu'à l'ouverture de la session de septembre pour déposer son rapport sur le bureau de l'Assemblée. Mais en 2022, ce délai a été respecté par le gouvernement. La Cour des comptes aussi a respecté son délai à l'égard du Parlement. Il ne reste plus que la loi de règlement qui doit être votée. Donc, c'est toutes ces questions dont nous avons discuté avec le ministère de l'économie et le Parlement pour essayer de trouver un cadre de collaboration, un cadre pour faciliter la communication entre ces trois entités. Voilà. Geoffroy Varin. C'est vrai que lorsqu'on a des rapports comme ceux de la CEC, dans l'opinion publique, vous voyez le lendemain déjà que ça enfle, parce que les révélations souvent sont très fortes. Lorsque c'est la Cour des comptes avec son rapport, fleuve tranquille. C'est quoi les fautes, notamment de gestion qui reviennent? Quelles sont les fautes, les jugements des comptes de gestion que vous faites? Quelles sont les fautes qui sont reculées? Alors, la plupart des fautes de gestion qui sont relevées, c'est le non-respect de la réglementation financière, puisque la gestion des collectivités territoriales, l'exécution du budget, ainsi de suite, doit respecter des normes réglementaires qui ont été exécutées et édictées. Alors, si l'ordonnateur ou bien les gestionnaires ne respectent pas ces normes, la loi dit qu'il commet une faute de gestion. Donc, c'est essentiellement le non-respect de la réglementation financière qui peut constituer des fautes de gestion que nous jugeons. Je vous prends par exemple l'exemple du conseil régional des Cascades que nous avons contrôlé. Alors là-bas, vous verrez que ils n'ont pas fixé un seuil pour l'appréciation des marchés publics.
à savoir qu'il devait être fixé un seuil, par exemple, les marchés qui peuvent être appréciés par le président du conseil régional seul, et au-delà d'un seuil, ces marchés doivent être transmis à tout le conseil régional pour apprécier. Donc c'est le président du conseil régional seul qui appréciait tous les marchés. Et certains marchés n'étaient même pas prévus dans les plans de passation des marchés. Donc ça pose problème. Ça viole en fait la réglementation financière. Donc c'est toutes ces irrégularités que l'on relève, et c'est toutes ces questions qui peuvent entraîner des fautes de gestion passibles devant la Cour des comptes. Et oui, je continue ma question parce que lorsqu'on lit dans votre rapport, on a l'impression, bon, vous dites que vous avez rencontré certaines difficultés. Je vois la question des balances à 4 colonnes au lieu de balances à 8 colonnes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le comptable, l'agent public lui-même maîtrise tous les textes et fait les choses selon les prescriptions en la matière, parce qu'on est en comptabilité là, et les règles sont transversales. Voilà. On ne fait pas une comptabilité selon là où on est. Est-ce que ce n'est pas des éléments qui reviennent? Oui, c'est des éléments dont nous avons discuté avec la DELF, la direction des études et de la législation financière au niveau du ministère des Finances, à savoir que par rapport à la présentation même des comptes qui sont déposés à la Cour des comptes, il faut qu'on trouve une certaine harmonisation. Parce que suivant les comptables, nous avons remarqué, surtout au niveau des collectivités territoriales, qu'il y a des présentations différentes. Et souvent même des choses qui vont en contradiction avec l'orthodoxie financière et comptable. On voit dans certains comptes qui nous sont déposés, des comptes qui normalement ne doivent pas être créditeurs ou débiteurs, mais qui les sont. Ça, c'est des aberrations pas possibles. Nous l'avons relevé. Donc, ce cadre qu'on va mettre en place va nous permettre de régler toutes ces questions. Et la DEF a reconnu qu'effectivement, les problèmes qui se posaient à leur niveau et que les comptables estimaient que la mise en examen, la mise en état des comptes avant d'être transmis à la Cour des comptes ne consistait pas pour la DELF à remettre en cause la comptabilité qu'eux, ils leur transmettaient. Ça fait que la DELF ne regardait pas tous ces détails. Mais maintenant que le problème a été posé, il faudrait que la DELF, avant de nous transmettre ses comptes, regarde bien ces questions. Si un compte ne doit pas être créditeur et dans la comptabilité du comptable, ce compte est mis créditeur, il faut rectifier ça avant de transmettre à la Cour des comptes. Voilà. Okay. Oui, Bernard Bougma. Oui, il y a aussi la compétence de contrôle. On a vu le débat qui a été soulevé ici, l'Assemblée peut être contrôlée, l'Assemblée ne peut pas être contrôlée. Est-ce que vous avez des limites juridictionnelles où on dit la Cour des comptes peut faire ici, elle ne peut pas? Au terme de l'article 9 de la loi organique qui régit la Cour des comptes peut contrôler toutes les entités où un franc de l'État a été injecté. L'Assemblée nationale fonctionne sur des deniers publics. Vous l'avez déjà contrôlé? Pas encore, mais nous devrons pouvoir le faire. Mais pourquoi? Depuis des années? C'est l'éternel problème. Les moyens, si déjà même notre travail quotidien, on n'a même pas les moyens pour le faire, alors ensuite aller contrôler l'Assemblée. La LCLC l'a contrôlé. Vous avez combien de temps ils ont mis pour contrôler l'Assemblée? C'est plus de 2 mois. Avec les moyens qui ont été dites droit dans les yeux et devant les populations que vous n'avez pas les ressources nécessaires pour contrôler l'Assemblée nationale alors que c'est dans vos missions. Bien sûr, mais ça viendra parce que avant même que l'Assemblée actuelle ne soit mise en place, nous avons discuté avec le président actuel de l'Assemblée qui était le président de la KJDH et lui, il ne s'opposait pas à ce que l'Assemblée puisse être contrôlée par la Cour des comptes. Peut-être que le problème ne s'est pas encore posé, mais on devrait pouvoir contrôler l'Assemblée nationale. Quand vous dites on devrait pouvoir, c'est comme si c'est juste une possibilité. Alors que vous nous dites que c'est... On doit pouvoir le faire. Voilà. Donc on souhaite bien sûr que cela se fasse. Bernard Bougma. Voilà. Oui, puisque la question des moyens, oui, vous dites que la SELC a pris 2 mois, je suis d'accord, que effectivement ça demande des moyens, ça demande du temps. Mais si vous n'avez pas assez de moyens pour aller dans une commune rurale reculée, parce que les véhicules parfois ne répondent pas, la SELC à Bangoué ici, l'Assemblée nationale est juste à côté. Est-ce que ce n'était pas beaucoup une question de volonté?
plutôt que de moyens. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est une question peut-être de volonté et d'opportunité. La CLC est allée contre l'Assemblée. Comment? C'est une injonction qui lui a été donnée par le gouvernement qui venait d'être installé d'aller contrôler l'Assemblée. La LCLC ne s'est pas levée pour aller contrôler d'elle-même l'Assemblée. Alors, c'est une première dans l'histoire de notre pays. Vous voulez nous dire donc que la Cour des comptes ne veut pas se lever? Non, je ne veux pas dire cela. Je veux dire que nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire, mais il faut trouver peut-être les voies et moyens pour pouvoir le faire sans que cela ne soit interprété comme étant la remise en cause des attributions de l'Assemblée nationale, l'immixtion du pouvoir judiciaire dans le pouvoir législatif, des trucs comme ça. Donc, c'est des préalables qu'il faut entreprendre avant d'y aller. Non, vous ne recevez pas d'injonction pour aller contrôler certains? Non, pas du tout. Si nous devons aller contrôler l'Assemblée nationale, nous ne pouvons pas recevoir d'injonction de la part de l'exécutif, voire même du législatif. Mais c'est dans le fonctionnement de la Cour des comptes, vous n'avez pas encore reçu d'injonction quand même sur un dossier. Bon, c'est vrai que vous n'êtes pas... Ça fait à peine une année que vous y êtes, mais... à la tête, mais avant d'être à la tête, j'étais conseiller. Je n'ai jamais eu vent que la Cour a reçu des injonctions de l'exécutif ou du législatif. Je vois que je vais s'exprimer. Oui, bon, enfin, j'écoutais l'argumentaire qui est servi, mais vous nous disiez dans la différenciation entre vous et la CLC, le caractère externe qui renforce aussi forcément vos pouvoirs, puisque vous n'êtes pas, vous n'êtes pas dépendant, on va dire comme ça. Donc, pour moi, c'était même bien vous qui deviez, de façon inopinée, aller regarder dans leur... je suis d'accord avec vous, dans leur élément. Donc, et sans vous dire que ça va gêner ou bien ça peut être mal interprété, ça c'est le dernier de vos soucis. Ça ne devrait même pas être un souci pour vous. Oui, et vous savez, je me rappelle, c'est un ministre de la Justice qui a dit que la justice spectacle, ce n'est pas ce qu'il faut. Alors, on peut rendre la justice sans pour autant faire le spectacle, sans faire le bruit, tout autour. Voilà pourquoi les rapports de la LCLC sont publiés avec, comment on dit, plein de tapages médiatiques là-dessus. Au niveau de la Cour des comptes, les choses sont un peu plus soft, puisque d'abord c'est une juridiction. Et vous savez, les juridictions ont leurs règles, ont leurs procédures. Par exemple, quand nous faisons un contrôle ou un audit et nous découvrons des fautes de gestion, cela n'est pas immédiatement porté à la connaissance de l'opinion publique. On engage la procédure de jugement de cette faute de gestion qui passe d'abord par l'instruction. L'instruction, on le confie à un conseiller pour instruire le dossier, pour vérifier si les constatations primaires qui ont été faites sont avérées. Et c'est après ça qu'ils prennent une ordonnance de clôture pour renvoyer le dossier devant la Chambre pour être jugé. Donc, durant toute cette période, les citoyens là-bas n'est pas au courant. Ce n'est qu'à la fin, éventuellement, quand il y aura un jugement, que les citoyens peuvent être au courant. Et même là, ce jugement, la loi nous dit de les transmettre à des personnes bien précises. Par exemple, s'il s'agit d'un agent du ministère des Finances, on transmet au ministre de l'économie et des Finances, au directeur général du Trésor et de la comptabilité publique et bien sûr à l'agent. Donc ça fait que les circuits de diffusion de ces décisions ne sont pas tellement publics pour permettre à l'opinion d'être au parfum des choses. Mais lors de la rencontre entre les trois entités, l'AGE qui était là a par exemple suggéré que, c'est vrai, la loi ne le prévoit pas, que les jugements rendus par la Cour des comptes puissent être transmis à l'agent judiciaire de l'État, surtout dans le cadre de l'exécution. Mais il appartiendra à la Cour des comptes, maintenant que nous avons un service de communication, de voir dans quelle mesure elle peut communiquer davantage pour que ces actions soient mieux connues des citoyens et qu'elles soient plus visibles. Voilà. Alors, nous sommes avec Latin Poda. Toujours une préoccupation. Oui. Je vois, oui, Latin Poda est donc premier président de la Cour des comptes du Burkina. Nous parlons donc de cette cour-là et aussi donc des préceptes pour une bonne gestion des finances publiques. Oui, je vois. Votre rôle, c'est de regarder dans les écritures des comptables publics.
Et le problème, c'est que vous n'avez même pas une liste exhaustive des comptables publics en activité. Non, cette liste est connue. La DELF a cette liste. Ok. C'est-à-dire la direction dont je vous ai parlé au niveau du ministère de l'économie et des finances a cette liste qui logiquement est transmise à la Cour des comptes. Et chaque chambre de la Cour des comptes a la liste de ses justiciables. Okay. Par exemple, la chambre chargée du contrôle des opérations de l'État a la liste de ses justiciables. Elle est à jour? Bien sûr. Okay. Cette liste est à jour. Maintenant, par rapport aux comptes de gestion passés qui remontent jusqu'à 2008, 2009 et autres, il y a des comptables. Aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont. C'est peut-être ça la question. Okay. Voilà. Sinon, nous avons la liste de nos justiciables. Okay. Une dernière minute, Latin Poda, pour parler de cette journée d'échange. Vous l'avez souligné, c'est avec l'accompagnement de la coopération allemande à travers le projet renforcement de la bonne gouvernance financière au Burkina. La conseillère technique en finances publiques de GIZ a également indiqué que cette journée permettra d'ériger un filet social solide afin de garantir sans conteste de meilleures conditions de vie aux populations. Comment le travail de la Cour des comptes peut impacter effectivement le quotidien des populations? Rapidement, en une minute. Alors, bien sûr, la Cour des comptes est chargée d'assurer la bonne gestion des finances publiques. Si les finances publiques sont bien gérées, évidemment, cela aura un effet sur les ressentis, le bien-être social de la population. Parce que, excusez-moi les termes, les abus dans la gestion des finances publiques ne fait que souvent la destination qui est prévue pour tel denier souvent n'est pas atteinte. Mais si l'orthodoxie financière est respectée, bien sûr le bien-être de la population pourra s'en ressentir. Et donc nous avons tous intérêt à ce que les finances publiques soient bien gérées et c'est l'objet de ces journées d'échange en espérant que les choses changent et que les rapports ne soient plus mécaniques et sans lendemain. Ainsi s'achève cette audience du tribunal de l'actualité qui a évoqué la bonne gestion des finances publiques avec Latin Poda, premier président de la Cour des comptes du Burkina. Merci M. Poda d'avoir honoré notre convocation. C'est moi qui vous remercie. Merci au juge Geoffroy Vara. Merci, juge Bernard Bouba. Merci, président. Merci aux équipes techniques de réalisation menées toute cette semaine par Aimé Zoundi à la télévision et Alphonse Déduit à la radio, ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Truth TV, pour votre fidélité et pour votre attention. Force et courage à tous nos combattants, prompt rétablissement aux malades et aux blessés, et bonne fête de l'Aïd el-Fitr en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité la semaine prochaine, mêmes heures, mêmes antennes, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.